La neige tombait, non pas en flocons délicats et poétiques, mais en un linceul glacial et implacable. Chaque rafale de vent était une morsure, un rappel cruel que le monde les avait abandonnés. Et Lara serra plus fort le corps frissonnant de son fils, Léo, contre sa poitrine. La mince couverture de laine n'offrait qu'une protection dérisoire contre la fureur grandissante de la montagne. Leur chariot était une épave inutile, une roue brisée comme un os, symbole de leur propre existence fracturée. L'homme qui leur avait promis une vie nouvelle, son mari, les avait laissés ici, au seuil de l'hiver, avec un sourire vide et une excuse aussi creuse que le ciel gris au-dessus de leur tête. « Je vais chercher de l'aide, eux, avait-il dit. C'était il y a 2 jours. Le jour de Thanksgiving. Une ironie si amère qu'elle lui brûlait la gorge. Le ventre d'Elara, lourd de la promesse d'une autre vie, se contracta de froid et de peur. Ce n'était pas la douleur du travail, pas encore, mais une angoisse si profonde qu'elle en devenait physique. Elle était une coquille vide, abritant 2 vies précieuses qu'elle était incapable de protéger. Léo, à seulement 5 ans, était devenu silencieux. Ses grands yeux, habituellement pétillants de curiosité, étaient maintenant ternes, fixés sur le voile blanc qui dévorait le paysage. Il ne pleurait plus, ne se plaignait plus. Cette résignation enfantine était plus terrifiante que n'importe quelle tempête. Elle sentait sa chaleur s'estomper, sa propre force s'épuiser avec chaque souffle qui se transformait en un nuage de buée éphémère. Le désespoir était une chose vivante, une bête qui rôdait juste au-delà du cercle de leur misère, attendant patiemment. Le monde se réduisait à ce chariot brisé, à la morsure du vent et au silence grandissant de son fils. Elle ferma les yeux, priant non pas pour un miracle, mais pour une fin rapide. C'est alors qu'une silhouette se dessina dans le tourbillon de neige. Grande, large, presque une partie de la montagne elle-même. La peur, une vieille amie, lui glaça le sang plus sûrement que le vent. Un homme. Un étranger. Les histoires qu'on racontait sur les hommes de ces montagnes étaient aussi dures que le roc dont ils semblaient taillés. Il s'approcha lentement, son pas sûr et délibéré sur la neige qui aurait englouti un homme moins aguerri. Il portait des peaux et du cuir usé, et une barbe épaisse couvrait la moitié de son visage, rendant son expression illisible. Seuls ses yeux, clairs et perçants comme des éclats de glace, semblaient vivants. Il s'arrêta à quelques pas, son regard balayant la scène, la roue brisée, la femme recroquevillée, l'enfant immobile. Il ne dit rien. Le silence s'étira, tendu par la méfiance d'Elara et l'évaluation silencieuse de l'homme. Puis, son regard se posa sur son ventre arrondi, et quelque chose, une nuance insaisissable, changea dans son expression. Il fit un pas de plus, et au lieu de la menace qu'elle anticipait, il tendit simplement une main gantée, non pas vers elle, mais vers le cheval épuisé qui tremblait sous son harnais. D'un geste lent, il caressa l'encolure de l'animal, un acte de bonté si inattendu qu'il brisa la carapace de glace autour du cœur d'Elara. Il tourna enfin son regard vers elle. Sa voix, quand elle vint, était grave et rugueuse, comme le frottement de pierre. La tempête ne pardonnera pas et ce n'était ni une question, ni une menace. C'était un fait. Une vérité aussi simple et brutale que leur situation. Le voyage jusqu'à sa cabane fut un cauchemar flou. L'homme, qui ne s'était pas nommé, avait libéré le cheval, chargé Léo, maintenant presque inconscient, sur ses larges épaules, et avait guidé Elara d'une main ferme mais impersonnelle sur son bras. Elle trébuchait, aveuglée par la neige et l'épuisement, mais il la soutenait à chaque fois, un roc silencieux contre lequel elle pouvait s'appuyer. La cabane était à peine visible dans le blizzard, une petite structure de rondins sombres blottie contre une paroi rocheuse, de la fumée s'échappant de sa cheminée de pierre comme un dernier souffle de vie. À l'intérieur, la chaleur la frappa comme un mur. Une chaleur brute, intense, provenant d'un grand âtre en pierre où dansaient des flammes orange et or. L'endroit était rustique, presque primitif. Une seule pièce, un lit de peau dans un coin, une table et 2 chaises grossièrement taillées, des outils et des pièges suspendus au mur. L'air sentait le pain, la fumée et quelque chose d'animal, de sauvage. C'était l'antre d'un homme qui vivait en marge du monde, et pourtant, pour Elara, c'était le plus grand des sanctuaires. L'homme déposa délicatement Léo sur le lit de peau, le couvrant avec une lourde fourrure d'ours. Il se déplaça ensuite avec une efficacité silencieuse, ajoutant une bûche au feu, mettant une bouilloire sur le foyer. Il ne lui adressa pas la parole, ne lui posa aucune question. Il agissait, tout simplement. Il lui apporta une tasse en étain remplie d'un bouillon chaud et salé qui lui brûla les lèvres et lui réchauffa les entrailles. Elle le but avidement, les mains tremblantes. Elle l'observait par-dessus le rebord de la tasse. Il s'appelait Silas. Il le lui avait dit d'une voix bourrue alors qu'il vérifiait les membres de Léo pour des gelures. Silas.
Un nom qui semblait aussi ancien et solide que les montagnes qui l'entouraient. Il n'y avait aucune pitié dans son regard, mais quelque chose d'autre, une sorte de reconnaissance stoïque de la souffrance. Comme s'il avait côtoyé toute sa vie. Les jours suivants s'installèrent dans une routine silencieuse. Dehors, la tempête faisait rage, emprisonnant le monde dans un silence blanc. À l'intérieur, le seul son était le crépitement du feu et le souffle régulier de Léo qui reprenait des forces. Silas partait à l'aube pour vérifier ses pièges et revenait au crépuscule, un ou deux lapins accrochés à sa ceinture. Il ne parlait que lorsque c'était nécessaire, pour lui dire de manger ou de se reposer. Et Lara, d'abord paralysée par la méfiance, commença à observer. Elle observait ses mains, larges et calleuses, capables de dépecer un animal avec une précision chirurgicale, mais aussi de recoudre la petite poupée de chiffon de Léo, qu'elle avait cru perdue, avec un fil grossier et des points étonnamment soignés. Elle observait son visage, buriné par les éléments, qui restait impassible alors qu'il écoutait le vent hurler à l'extérieur. Il n'y avait aucune curiosité en lui. Il ne lui demandait pas son nom, d'où elle venait, ni pourquoi une femme enceinte et son fils se trouvaient abandonnés à la merci d'une tempête de novembre. Cette absence de questions était un cadeau plus précieux que la nourriture ou la chaleur. Le monde extérieur, celui des jugements et des regards accusateurs, n'existait pas entre ces quatre murs de rondins. Ici, il n'était que trois êtres vivants luttant contre l'hiver. La confiance ne naquit pas d'un mot ou d'une promesse, mais de ses silences partagés, de la constance de ses gestes. Un soir, alors que Léo dormait, elle le trouva en train d'examiner la roue brisée du chariot qu'il avait réussi à traîner jusqu'à la cabane. Il passait ses doigts sur le bois éclaté, son front plissé par la concentration. Elle s'approcha et resta à ses côtés, regardant l'objet de leur malheur. Il a dit que le bois était sec. Qu'il tiendrait, murmura-t-elle, sa propre voix lui semblant étrange après des jours de quasimutisme. Silas ne la regarda pas. Il tapota simplement le moyeu de la roue. Le bois n'était pas sec. Il était pourri de l'intérieur et ses mots étaient simples, une observation technique, mais pour Elara, ils résonnèrent comme une prophétie. Pourri de l'intérieur. Comme les promesses de son mari. Comme le monde qu'elle avait fui. La tempête se calma, laissant derrière elle un paysage d'une beauté pure et mortelle. Le soleil brillait sur des étendues de neige immaculée, un silence profond enveloppant les montagnes. Mais la fin de la tempête signifiait aussi la fin de leur isolement. Le monde extérieur, avec ses dangers et ses souvenirs, pouvait de nouveau les atteindre. Et Lara sentait une nouvelle anxiété grandir en elle. Que se passerait-il maintenant? Silas les chasserait-il? Les livrerait-il au village le plus proche, où les ragots et la pitié l'attendaient? Elle n'avait rien à lui offrir en échange de sa bonté, rien d'autre que le fardeau de sa présence. Un matin, elle se réveilla au son d'un martèlement régulier. Silas était dehors, torse nu malgré le froid mordant, la sueur brillant sur son dos musclé alors qu'il abattait un arbre mort avec des coups de tâche puissants et rythmés. Léo était assis sur le seuil, fasciné, enveloppé dans une peau de loup trop grande pour lui. Il y avait quelque chose de fondamentalement honnête dans cette scène, une simplicité qui contrastait violemment avec la duplicité qu'elle avait connue. Plus tard dans la journée, alors qu'elle raccommodait une des chemises de Léo près du feu, Silas entra et déposa un petit oiseau en bois sculpté sur la table à côté d'elle. L'objet était simple, presque brut, mais les courbes du bois étaient lisses et la forme était indubitablement celle d'un moineau. Il ne dit rien, se tourna pour s'occuper du feu, le dos tourné vers elle. Et Lara prit l'oiseau dans ses mains. Il était encore tiède de la chaleur des siennes. C'était un geste si petit, si inutile à leur survie, et pourtant il la bouleversa profondément. C'était la première chose qu'on lui offrait sans qu'il y ait un prix caché, une attente. C'était un cadeau. Juste un cadeau. Les larmes lui montèrent aux yeux, des larmes chaudes qui n'étaient pas dues à la peur ou au désespoir, mais à une gratitude si intense qu'elle était douloureuse. Elle ne le remercia pas à voix haute. Elle savait qu'il n'attendait pas de remerciement. Au lieu de cela, elle se leva et lui tendit une tasse de tisane chaude qu'elle avait préparée avec des herbes séchées trouvées dans un coin de la cabane. Il la prit, leurs doigts se frôlant un bref instant. Leurs regards se croisèrent. Dans le sien, elle ne vit pas de la pitié, mais une sorte de compréhension silencieuse. Ils étaient deux solitudes qui s'étaient rencontrées au cœur de l'hiver, deux âmes marquées par un monde qu'ils avaient choisi, ou avaient été forcés, de laisser derrière eux. La confiance n'était plus une pousse fragile, elle avait pris racine dans le sol de leur silence partagé. La vie dans la cabane s'organisa selon un rythme immuable. Le matin, Silas partait. Et Lara s'occupait de Léo, entretenait le feu, préparait le maigre repas du soir. Elle apprenait. Elle apprenait à reconnaître les traces d'animaux dans la neige,
à distinguer le bois qui brûlait longtemps de celui qui ne faisait que fumer. Elle sentait une force nouvelle grandir en elle, une résilience qui n'avait rien à voir avec la simple endurance. Ce n'était plus la survie, c'était la vie. Dépouillée, certes, mais réelle. Léo, lui aussi, se transformait. La peur avait quitté ses yeux, remplacée par une curiosité vivace. Il suivait Silas comme une ombre silencieuse, l'observant travailler le bois ou tanner une peau. L'homme de la montagne, qui semblait si peu à l'aise avec les mots, communiquait avec l'enfant par des gestes. Il lui montrait comment faire un nœud solide, comment identifier le chant d'un oiseau. Il ne souriait jamais, mais Elara voyait parfois une lueur adoucir ses traits lorsqu'il regardait Léo essayer de l'imiter. Un soir, un bruit inhabituel les fit sursauter. Pas le vent, ni un animal. Le son clair et distinct de plusieurs chevaux approchant dans la neige. Le corps d'Elara se figea. Une terreur glaciale, qu'elle avait presque oubliée, la saisit. Silas se leva d'un seul mouvement fluide, attrapant le lourd fusil posé contre le mur. Il se plaça devant elle et Léo, un rempart de chair et d'os. « Restez derrière moi » ordonna-t-il, sa voix basse et dangereuse. Des coups sourds retentirent à la porte. Puis une voix mielleuse et familière qui lui fit l'effet d'un poison dans les veines. « Elara ? Ma chérie, je sais que tu es là. Ouvre, je suis venu te sauver et c'était Caleb. » Son mari. La vue de Caleb sur le seuil fut un choc. Il était tel qu'elle s'en souvenait, beau, impeccablement vêtu malgré le voyage, son visage affichant une expression d'inquiétude parfaitement jouée. Deux hommes se tenaient derrière lui, des brutes au regard vide, clairement engagés pour leur force et non leur esprit. Le sourire de Caleb s'effaça lorsqu'il vit Silas, le fusil tenu nonchalamment mais pointé dans sa direction générale. « Qui diable êtes-vous » et demanda-t-il, son ton passant de la fausse sollicitude à l'arrogance autoritaire. « Peu importe, et, répondit Silas, sa voix un grondement sourd. Elle ne veut pas de vous ici et les yeux de Caleb se posèrent sur Elara, qui se tenait derrière Silas, Léo agrippé à sa jupe. Elara, mon amour. Tu es saine et sauve. J'ai remué ciel et terre pour te retrouver. Cet animal t'a-t-il fait du mal ? Il avança d'un pas, mais s'arrêta net lorsque Silas arma son fusil. Le clic métallique résonna dans le silence glacial. Ne vous approchez pas, dit Silas. Le masque de Caleb se fissura. La frustration et la colère déformèrent ses traits parfaits. Écoute-moi bien, sauvage. Cette femme est mon épouse. Elle est instable. Elle s'est enfuie, emmenant mon fils. Je suis ici pour la ramener à la maison, où elle pourra être soignée et il se tourna vers Elara, sa voix redevenant douce, mais avec un sous-entendu menaçant qu'elle connaissait trop bien. Viens, Elara. Finissons avec cette folie. Pense aux enfants et le mot et enfant, et au pluriel, fut comme un coup de poignard. Il savait. Il savait qu'elle portait son deuxième enfant. Et il utilisait cette connaissance comme une arme. Elara sentit son courage faiblir. La honte, la peur, le poids du jugement de la société qu'il représentait, tout cela menaçait de la submerger. Mais ensuite, elle sentit la chaleur du dos de Silas contre elle, solide et inébranlable. Elle regarda le visage de Caleb, et pour la première fois, elle ne vit pas l'homme qu'elle avait aimé, mais un étranger avide et cruel. Non, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Ma place est ici. La surprise sur le visage de Caleb fut totale, rapidement remplacée par une fureur glaciale. Tu choisis cet animal plutôt que ton mari ? Tu as perdu la raison. Je ne te laisserai pas traîner mon nom et celui de mon fils dans la boue, et il fit un signe de tête à ses hommes. Prenez-la. Et le garçon et les deux hommes s'avancèrent, mais Silas ne bougea pas. Il ne leva même pas son fusil plus haut. Il se contenta de les regarder, et il y avait dans ses yeux une promesse de violence si primale, si certaine, qu'il hésitèrent. Le premier qui franchit ce seuil n'en repartira pas, dit Silas, et chaque mot était une pierre jetée dans un lac gelé. Il n'y avait ni colère ni menace dans sa voix, juste l'énoncé d'une loi naturelle. La loi de la montagne. La loi de son territoire. Les deux hommes échangèrent un regard nerveux. Ils étaient payés pour intimider, pas pour mourir. Caleb, voyant leur hésitation, perdit tout contrôle. Imbécile. Il n'est qu'un seul homme. Il fit un pas en avant, la main tendue vers Elara. Tu viens avec moi, que tu le veuilles ou non. Ce fut son erreur. Dans un mouvement trop rapide pour être suivi,
Silas abaissa son fusil et frappa. Pas avec la crosse, mais avec le poing. Le coup atterrit sur la mâchoire de Caleb avec un bruit sec et séhurant. L'homme élégant s'effondra dans la neige, un filet de sang coulant de sa bouche. Ces hommes, choqués, reculèrent d'un pas. Silas se redressa, les ignorant. Il regarda Caleb gisant au sol, puis il cracha dans la neige à côté de lui, un geste de mépris absolu. « Partez, et dit-il aux deux brutes. Et emmenez ça avec vous. Si je vous revois, ou lui, sur mes terres, je vous chasserai comme des loups malades. » Il n'eut pas besoin de le répéter. Ils hissèrent leur patron inconscient sur son cheval et disparurent dans la forêt sans un regard en arrière. Le silence retomba, plus lourd et plus profond qu'auparavant. Silas referma la porte, posa son fusil et retourna vers le feu comme si de rien n'était. Mais Elara vit que ses mains tremblaient légèrement. Cette nuit-là, le silence dans la cabane n'était plus apaisant. Il était chargé de non-dits. Le danger extérieur avait été repoussé, mais il avait laissé une brèche dans leur sanctuaire. Elara ne pouvait trouver le sommeil. Les paroles de Caleb, et elle est instable, résonnaient dans sa tête. C'était le mensonge qu'il avait distillé dans leur communauté, la préparant à sa disparition. Elle s'assit près du feu, regardant les flammes danser. Silas était assis de l'autre côté de l'âtre, affûtant un couteau, le mouvement répétitif de la pierre sur l'acier semblant le calmer. Elle devait lui dire. Elle lui devait la vérité. Pas seulement pour le remercier, mais parce que le silence était devenu un mensonge en soi. Il ne voulait pas de l'enfant, et commença-t-elle, sa voix à peine un murmure. Silas arrêta son geste, mais ne la regarda pas. Il attendait. Notre premier fils, Léo. Il était l'héritier. Il consolidait le mariage, l'union de ma fortune familiale à son nom. Mais un deuxième enfant. C'était une complication et elle prit une profonde inspiration, les mots se bousculant pour sortir. Il avait déjà dépensé la majeure partie de ma dot. Il disait que c'était pour des investissements, mais c'était pour des dettes de jeu. L'arrivée d'un autre enfant signifiait diviser ce qui restait de l'héritage. Il a commencé à dire aux gens que j'étais fragile, que la grossesse me rendait dépressive, irrationnelle. Il préparait le terrain. Elle marqua une pause, la gorge nouée. Silas restait immobile, une statue de pierre dans la pénombre. Le jour de Thanksgiving, il a dit qu'il nous emmenait voir de la famille, une nouvelle vie. Il a saboté la roue lui-même. J'ai vu l'outil dans sa sacoche. Il a choisi cet endroit, assez loin pour que personne ne nous trouve, assez proche pour qu'il puisse rentrer seul et raconter son histoire. L'épouse désemparée qui s'est enfuie dans une tempête avec son fils, succombant à sa folie. Un accident tragique et la vérité, dite à voix haute, était encore plus monstrueuse. Il ne voulait pas seulement nous abandonner, Silas. Il nous a laissés ici pour mourir. Il voulait que la montagne fasse son sale travail et elle finit par éclater en sanglots, des sanglots silencieux et déchirants qui secouaient tout son corps. Elle avait été si forte, si longtemps, mais la confrontation avec Caleb avait brisé le dernier barrage. Elle pleurait non seulement pour elle-même, mais pour la cruauté insondable dont un homme était capable. Elle s'attendait à ce que Silas reste distant, peut-être mal à l'aise face à cette démonstration d'émotion. Mais il se leva, contourna l'âtre et s'accroupit devant elle. Il ne la toucha pas. Il la regarda simplement, et c'est là qu'elle le vit. Le ébrisement. Ce n'était pas un effondrement, mais une fissure dans son masque stoïque. Ses yeux, habituellement si clairs et distants, étaient sombres de douleur. Une douleur qui n'était pas pour lui, mais pour elle. Il voyait la laideur du monde qu'il avait fui, importé dans son sanctuaire, dirigé contre les deux êtres qu'il avait sauvés. La vérité ne l'avait pas choqué par sa nature, mais par sa proximité. Il leva une main, lentement, comme s'il craignait de l'effrayer, et posa délicatement ses doigts sur sa joue, essuyant une larme avec son pouce calleux. Le contact était un choc, une ancre dans la tempête de son chagrin. Ici, et dit-il, sa voix plus rauque que jamais. Ici, vous êtes en sécurité et ce n'était pas une simple assurance. C'était un vœu. Un serment prononcé dans le silence d'une cabane perdue dans les montagnes. La vérité l'avait brisé, non pas en le détruisant, mais en ouvrant une brèche dans sa solitude, laissant entrer la lumière féroce de la loyauté et de la protection. L'aube qui suivit cette nuit de confession était différente. L'air semblait plus pur, le silence entre n'était plus un vide à combler, mais un espace partagé, un langage commun. La menace de Caleb, bien que repoussée, avait cimenté leur lien. Ils n'étaient plus un sauveur et une victime. Ils étaient des survivants. Des partenaires.
Et Lara se sentit transformée. Le poids de son secret, de sa honte, s'était envolé avec ses larmes. Elle n'était plus la femme qui fuyait, mais la femme qui avait choisi de rester. Elle se mit au travail avec une énergie nouvelle, non plus comme une invitée reconnaissante, mais comme une partenaire dans cette vie simple. Elle apprit à saler la viande pour l'hiver, à raccommoder les pots avec un poinçon et du tendon, à faire du pain avec la maigre farine de Silas. Sa grossesse avançait, son ventre s'arrondissait, non plus comme un rappel de la trahison de Caleb, mais comme une promesse d'avenir, un avenir qu'elle construirait ici, dans ce havre de paix. Silas, lui aussi, avait changé. La brèche dans son armure était restée ouverte. Il parlait un peu plus, partageant des bribes de son savoir sur la forêt, sur les saisons. Il montra à Léo comment construire un petit abri avec des branches de pin, et pour la première fois, Elara l'entendit rire. Un rire bas et bref, surpris par lui-même en voyant Léo s'empêtrer fièrement dans son œuvre. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, elle lui posa la question qui la hantait. « Pourquoi vivez-vous ici, seul ?» Il resta silencieux un long moment, fixant les flammes. « Le monde d'en bas, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. Il prend plus qu'il ne donne. Il juge vite et pardonne lentement. J'ai vu des hommes, comme le vôtre, détruire de bonnes choses par cupidité. J'ai vu la loi se plier pour les riches et se briser sur le dos des pauvres. La montagne, elle, est honnête. Elle peut vous tuer, mais elle ne vous mentira jamais et il la regarda enfin. Je n'étais pas seul. J'ai choisi la solitude et il y avait une histoire là, une tragédie qu'il ne partagerait peut-être jamais, mais Elara comprit. Ils étaient deux faces d'une même pièce, tous deux marqués par la cruauté des hommes et ayant trouvé refuge dans la vérité brutale de la nature. Les semaines se transformèrent en mois. L'hiver s'installa pour de bon. Mais à l'intérieur de la cabane, une nouvelle famille prenait forme. Une famille non pas de sang, mais de silence, de respect et d'épreuves partagées. Le printemps arriva, timide d'abord, puis avec une explosion de vie. La neige fondit, révélant la terre endormie. C'est à ce moment-là que les premières douleurs se firent sentir. Silas fut d'un calme olympien, ses grandes mains étonnamment douces et compétentes. Il l'aida à traverser l'épreuve avec la même force tranquille qu'il avait montrée face à la tempête et à Caleb. Au lever du soleil, un nouveau cri résonna dans la cabane. Une petite fille, en parfaite santé. Et Lara la tenait dans ses bras, épuisée mais remplie d'un bonheur pur. Léo regardait sa nouvelle sœur avec des yeux émerveillés. Silas se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, leur laissant leur intimité. Et Lara le regarda. Silas, et dit-elle doucement. Il se retourna. Je voudrais l'appeler Hope puis l'espoir. Un mot qui avait semblé si lointain, si impossible, quelques mois plus tôt. Un léger sourire, le premier vrai sourire qu'elle ait jamais vu, toucha les lèvres de Silas. Il s'approcha du lit, regarda le petit visage du nouveau-né, puis Elara. Dans son regard, il n'y avait plus de douleur, plus de solitude brisée. Il y avait la paix. Ils avaient affronté l'hiver, et ensemble, ils avaient trouvé le printemps. Dehors, la montagne se réveillait, et dans la petite cabane, une nouvelle vie, bâtie sur les ruines d'une autre, commençait à peine.